Merci. Donc, mesdames et messieurs, je suis ravie d'être avec vous et je voudrais remercier la Fondation Gabriel Péri, monsieur Michel Mazot et le docteur Limousin et Louise Gaxi de m'avoir invité à participer à ce colloque international sur la protection sociale. Donc, j'habite à Hangzhou. Pour faire le lien avec l'intervention précédente, c'est la ville de Jack Ma, qui est l'homme le plus riche de Chine et qui est situé à 1 heure de Shanghai en train, pour pouvoir vous situer un petit peu. Au regard du concept chinois « un pays, deux systèmes », Hong Kong, Macao et Taïwan ne font pas partie du champ de cette présentation. Et je vous présenterai uniquement aujourd'hui le premier pilier de la protection sociale en Chine, à savoir la sécurité sociale. Au cours des 3 dernières décennies, la République populaire de Chine a connu de nombreuses transformations juridiques, économiques et sociales. Les réformes de l'économie lancées par Deng Xiaoping dans les années 80 a placé la Chine au premier rang de la scène internationale aujourd'hui. Le modèle de sécurité sociale a été profondément modifié et a fait émerger un besoin de justice sociale au regard du vieillissement rapide de la population chinoise. Le gouvernement central a décidé d'universaliser l'assurance vieillesse entre 1997 et 2009. Et ensuite, en avril 2009, le gouvernement central a décidé d'universaliser l'assurance maladie d'ici 2020. Cette volonté de réforme soulève la problématique suivante. L'universalisation des assurances maladie et vieillesse ne constitue-t-elle pas une prémisse vers une généralisation de la couverture telle que définie dans la Convention OIT numéro 102 de 1952. L'état de droit analyse principalement, l'état de l'art analyse principalement l'évolution des assurances maladie et vieillesse au regard du vieillissement rapide de la population chinoise, à travers le prisme de l'histoire, de la sociologie, l'économie et l'actuariat. La Chine est souvent qualifiée par les sociologues d'être un pays qui deviendra vieux avant d'être riche. Du point de vue de la doctrine juridique française, la protection sociale chinoise est toujours abordée par le prisme du droit des affaires et du droit du travail. Les professeurs Morin, Perrault, Souillat et Piquet ont retracé la transformation des évolutions des assurances sociales suite aux politiques d'ouverture. Le professeur Jing Bangui a retracé les évolutions de l'assurance sociale entre 2005 et 2013. Et la professeure Zheng Haixing a travaillé sur les droits fondamentaux des travailleurs chinois. Ensuite, la première loi relative à la sécurité sociale a été adoptée en 2010 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2011. La Chine est entrée dans un processus de généralisation dit horizontal, comme Madame Schmitz l'a présenté hier, en suivant la stratégie bidimensionnelle adoptée lors de la 100e conférence internationale du travail. Dans une première partie, je vous présenterai l'approche philosophique de la sécurité sociale chinoise, ce qui nous permettra d'analyser le processus de généralisation actuel vers une dimension dite verticale. L'approche philosophique de la sécurité sociale chinoise nécessite de distinguer d'une part ses principales périodes contemporaines et d'autre part l'analyse de la réforme de l'état de droit répondant aux caractéristiques chinoises qui impactent le processus de généralisation de la sécurité sociale. La construction du modèle historique social chinois repose sur une dualité de la population entre population urbaine et population rurale, qui conditionne toujours l'actuel assujettissement à la sécurité sociale. La République populaire de Chine a été créée le 1er octobre 1949 sous le leadership de Mao Zedong. Le Parti communiste chinois a établi un État socialiste d'économie planifiée suivant le modèle de l'URSS. Ainsi, en 1951, le système du RUCO est instauré sous le modèle de Prospiska. Il limite la mobilité de la population pour mettre en œuvre l'économie planifiée. En 1958, le RUCO devient un livret de famille qui officialise la distinction entre population rurale et population urbaine. Ce livret de famille, pour pouvoir déterminer la catégorie à laquelle le citoyen appartient, dépend de son lieu de naissance. Et pour les nouveau-nés, cela dépend du lieu du RUCO de la mère.
Ensuite, pendant la période maoïste, l'entreprise d'État fournit un emploi à vie et une sécurité sociale connue sous le nom de bolderie en fer. Les travailleurs de la zone urbaine bénéficient d'une assurance santé, vieillesse, d'hôpitaux d'entreprise, d'éducation pour les enfants et d'un logement. À cette époque, la population urbaine représente seulement 20% de la population chinoise. 80% de la population chinoise reste rurale et principalement soumise à la solidarité familiale traditionnelle de Confucius. C'est-à-dire que la famille est représentée sous forme de clan qui est assuré par l'homme et l'interaction de ce clan avec la société tout en se soumettant au pouvoir hiérarchique dit vertical, donc l'État ou l'empereur. Ainsi, les enfants prennent en charge les parents âgés et entre 1973 et 1979, la politique de l'enfant unique sera mise en place. En 1980, Deng Xiaoping transforme l'économie planifiée en une économie socialiste de marché. Les entreprises d'État supportent le coût de la protection sociale maoïste tout en entrant en concurrence avec le secteur privé émergent. L'entrée en concurrence avec ce secteur privé conduit les entreprises d'État à conclure des contrats à durée déterminée et à licencier la main-d'œuvre excédentaire. Ainsi, dans ce contexte, l'assurance chômage est introduite pour la première fois en Chine. La loi sur le travail entrera en vigueur en 1995 et un seul chapitre sera dédié aux assurances sociales. Ensuite, en 1999, un règlement est mis en place pour pouvoir collecter les cotisations sociales et renforcer la mise en œuvre de cette sécurité sociale. Toutefois, la transformation de l'idéologie communiste du travail et de l'économie a influencé l'assujettissement à la sécurité sociale. Donc, le premier critère d'assujettissement à la sécurité sociale reste le système du RUCO, mis en place pendant l'économie planifiée de Mao Zedong. La première loi relative à la sécurité sociale de 2011 n'a pas supprimé la dualité entre, d'une part, la population urbaine, d'autre part, la population rurale. En 2015, la population chinoise s'élevait à 1,374 milliards de citoyens, dont 56,1% appartenaient cette fois à la population urbaine et 43,9% appartient à la population rurale. Au-delà de cette dualité, les enfants nés en dehors de la politique de l'enfant unique n'ont pas d'identité, donc pas de RUCO et n'ont pas accès à la santé publique, à la vaccination ni à l'école. Ainsi, en 2014, lorsque le secrétaire général Xi Jinping assouplit la politique de l'enfant unique, il s'engage à officialiser 13 millions de citoyens pour leur donner une identité. En effet, leur réintégration soulève de nombreux enjeux, notamment en termes d'éducation et de santé publique, puisque par définition, cette catégorie de la population se situe dans une situation de pauvreté, puisqu'ils n'ont pas été en moyen de s'acquitter de la pénalité financière pour leur naissance en dehors de la politique de l'enfant unique. La détermination du régime de sécurité sociale auquel le citoyen appartient n'intervient que dans un deuxième temps. Les citoyens nés en zone rurale, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, peuvent volontairement s'assujettir à un régime d'assistance sociale, maladie et vieillesse. C'est la première fois dans l'histoire de Chine que les résidents ruraux se voient attribuer une couverture sociale. Toutefois, de nombreux résidents ruraux migrent vers l'Est pour pouvoir trouver un travail. En 2015, 253 millions de citoyens ruraux se sont déplacés vers les villes urbaines. L'article 95 de la loi de la sécurité sociale oblige les employeurs de la zone urbaine de les affilier au régime des travailleurs urbains. Donc, pour les citoyens nés en zone urbaine, il existe deux catégories de régimes sociaux. Les assurances dites du travail couvrent principalement 5 risques sociaux, à savoir la maladie, la maternité, la vieillesse, le chômage, l'accident du travail et la maladie professionnelle qui est contenue dans une autre loi. Le fonds de logement est également obligatoire pour les deux secteurs d'activité publics et privés.
Les travailleurs urbains avec un emploi à temps complet sont obligatoirement assujettis à la sécurité sociale, ainsi que le secteur public. Et les travailleurs indépendants exerçant sous le statut de travailleurs économiques, social et commercial peuvent volontairement s'assujettir à la maladie et la vieillesse. Il en est de même pour les travailleurs à temps partiel, c'est un assujettissement volontaire. Ensuite, une extension de l'assistance sociale agricole a été mise en place pour les résidents urbains sans emploi. Donc, ils peuvent également bénéficier d'une assurance maladie et vieillesse. Le droit positif introduit un principe d'égalité de traitement entre les migrants et les urbains, les nationaux et les étrangers. Une partie de la population chinoise est encore exclue du champ obligatoire des assurances dites du travail, et ce, en raison du maintien du système du RUCO. Le succès de la réforme de l'état de droit répondant aux caractéristiques chinoises sera déterminant pour la réussite de la généralisation de la sécurité sociale. En 2015, lorsque je suis arrivée à l'université du Zhejiang, tous les chercheurs travaillaient sur la réforme de l'état de droit répondant aux caractéristiques chinoises. Je me suis donc interrogée sur qu'est-ce que c'était et est-ce que ça aurait un impact sur la sécurité sociale. Donc, l'alinéa 1er de l'article 5 de la Constitution définit l'état de droit comme reposant sur une gouvernance conforme à la loi et sur un modèle juridique socialiste. Sa première caractéristique chinoise est avant tout d'assurer le leadership du Parti communiste chinois et de son intégrité. Cette réforme doit être mise en parallèle avec le renforcement des règles disciplinaires des membres du Parti communiste chinois pour lutter contre la corruption et renforcer la confiance de la population dans le système juridique, économique et social. La deuxième caractéristique de cette réforme de l'état de droit est de conserver les courants idéologiques de Marx, Lénine, Mao Zedong et de Deng Xiaoping. La théorie marxiste et la culture chinoise de l'obéissance au pouvoir hiérarchique font que l'exercice de droits individuels sont placés en dessous de l'intérêt de l'État, de la société et de la collectivité. Ensuite, en termes de protection sociale, la période maoïste propose une assurance d'entreprise d'État, alors que l'assurance dite du travail de Deng Xiaoping repose sur un modèle principalement assurantiel bismarckien et l'universalisation des assurances maladie et vieillesse le tendrait vers un modèle beveridgien. Lors du 19e congrès du Parti communiste chinois le 17 octobre 2017, l'actuel secrétaire général Xi Jinping figure dorénavant comme courant de pensée politique du Parti communiste chinois et de la Chine moderne, au même titre que Marx, Lénine, Mao Zedong et Deng Xiaoping. En matière de protection sociale, cela se caractérise par une augmentation des subventions pour améliorer les prestations en nature de l'assurance maladie. Le nouveau plan quinquennal de la santé publique précise que les subventions du gouvernement pour l'assurance maladie prestations en nature seront augmentées de 30 renminbi à 450 renminbi. Il faut diviser par 8 à peu près, par personne chaque année, selon une circulaire édictée par le ministère des Finances et de la Sécurité sociale. Par ailleurs, un projet de loi, c'est un projet pilote dans chaque province pour pouvoir mettre une assurance santé complémentaire obligatoire. Et la particularité de ce projet pilote, c'est que les assureurs s'engagent à pratiquer un coût moindre et ne peuvent pas faire des bénéfices. Ensuite, l'objectif philosophique poursuivi par le secrétaire Xi Jinping est non plus d'atteindre une harmonie dans la société, mais de poursuivre le rêve chinois. Et la troisième caractéristique de cette réforme de l'état de droit est de renforcer la séparation entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire, qui doivent dorénavant garantir les droits fondamentaux des citoyens. Cette notion revalorise les mécanismes juridiques permettant aux citoyens de revendiquer leur droit fondamental d'accès à la sécurité sociale. Et c'est une révolution par rapport à la philosophie traditionnelle d'obéissance au pouvoir hiérarchique. De plus, l'augmentation du contentieux du droit social démontre la prise de conscience de la revendication des droits individuels par la population chinoise, puisqu'en 2015, sur 158 000 2 jugements rendus, cela était relatif uniquement à la sécurité sociale. Ensuite,
La principale mode de résolution des litiges reste la médiation. On ne va pas devant le juge principalement, puisque sur 812 461 jugements, 362 814 ont été rendus par médiation. Traditionnellement, le conflit n'existe pas dans la culture chinoise. Ainsi, le succès de la réforme de l'état de droit répondant aux caractéristiques chinoises sera déterminant pour généraliser la couverture sociale et le droit fondamental d'accès à la sécurité sociale. Se pose ainsi la question de savoir vers quelle généralisation de la couverture pour la République populaire de Chine. La Chine a 4 défis internes qui empêchent une généralisation actuelle de la sécurité sociale. Donc, les 2 principales contraintes sont géographiques et juridiques et aussi économiques et sociales. Avec un territoire de 9 597 000 km², la Chine doit adopter son modèle juridique en fonction de sa contrainte géographique. En vertu de l'article 3 de la loi de 2011, la sécurité sociale relève du principe de la couverture élargie, de la protection basique et multiniveau. Le caractère multiniveau doit se comprendre comme la loi nationale qui renvoie aux gouvernements provinciaux qui renverront aux villes puis aux districts le soin de mettre en œuvre la loi pour pouvoir s'adapter à leurs contraintes économiques et sociales locales. Par exemple, la loi de la sécurité sociale ne définit pas les taux de cotisation. Il appartiendra à chaque province de le fixer. Par exemple, dans la municipalité de Shanghai, c'est en fonction des districts et du lieu du siège social en fait, de la société. Ainsi, la sécurité sociale est fractionnée sur l'ensemble du territoire. La RPC doit améliorer son principe de territorialité de la sécurité sociale et pour ce faire, elle pourrait s'inspirer de la territorialité de la sécurité sociale mise en place en France avec ses territoires d'outre-mer et la coordination de la France dans l'Union européenne. Comme la Chine, la France est également un État centralisé, décentralisé par principe. Dans la gestion de sa sécurité sociale, notamment avec Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, ces dernières ont des dispositions spécifiques pour pouvoir s'adapter à leurs contraintes territoriales. La France est également un État membre de l'Union européenne, dont la coordination est d'assurer une portabilité des droits des travailleurs sans pour autant remettre en cause la sécurité sociale mise en place par les États membres. La coordination de la protection sociale de ces 2 modèles est d'abord énoncée pour faire évoluer le principe de territorialité à l'échelon de la province et de permettre une portabilité des droits sociaux entre les provinces. Et sur le long terme, le législateur chinois envisage l'échelon national uniquement pour l'assurance vieillesse. Or, le gouvernement chinois pourrait envisager une coordination de l'ensemble des risques sociaux à l'échelon national. Pour ce faire, il faudrait renforcer la solidarité actuelle. Toutefois, les contraintes géographiques et juridiques restent intrinsèquement liées aux contraintes économiques et sociales. Dans le droit positif, l'accès à la sécurité sociale est reconnu comme un droit fondamental par l'article 45 de la Constitution chinoise. Toutefois, ce dernier est conditionné au développement économique et social du territoire où il est mis en œuvre. En effet, le territoire chinois accuse un développement économique inégal. La Chine de l'Est bénéficie d'un certain dynamisme en raison des ports et des précédentes politiques d'ouverture mises en place par Deng Xiaoping. En 2015, le revenu moyen disponible de la zone urbaine de l'Est était de 28 223 renminbi contre 14 297 pour la zone rurale. Le centre est actuellement en cours de développement et l'Ouest reste à être conquis. Pour la même année, les provinces du centre avaient un revenu disponible en zone urbaine de 18 442 renminbi contre 10 919 pour la zone rurale et pour les provinces de l'Ouest, en zone urbaine de 16 868 renminbi contre 9 993 pour la zone rurale. Ainsi, la transformation de l'économie a conduit à l'augmentation des disparités économiques et sociales. Le coefficient de Gini est officiellement de 0,469 en 2014, mais il est estimé par l'Académie chinoise des sciences sociales à 0,61.
L'objectif poursuivi par la sécurité sociale est de promouvoir l'harmonie et la stabilité dans la société chinoise, et ce, en vertu de l'article 1er de la loi de 2011. La société contemporaine n'a plus les moyens financiers de supporter la solidarité traditionnelle de Confucius, puisque, en effet, le maintien de la politique de l'enfant unique fait dorénavant peser sur un seul homme, 4 parents, une épouse et un enfant. La nouvelle génération est souvent qualifiée d'être égoïste et d'individualiste. Ainsi, la sécurité sociale apparaît comme un moyen de maintenir l'harmonie intergénérationnelle dans la société chinoise. Une nouvelle répartition de la solidarité entre l'État et la famille pourrait être envisagée. Selon le professeur Chen Ke, la démocratie socialiste est actuellement limitée au développement économique, social et culturel. La Chine revendique être au premier stade de développement socialiste. C'est pourquoi la protection des droits fondamentaux sont restreints à ce niveau de développement. Selon le professeur Leung, la RPC a atteint un niveau de développement économique suffisant puisqu'elle a fait entrer en vigueur la loi sur les contrats de travail en 2007, la loi de la sécurité sociale en 2011, et elle doit actuellement rentrer dans une 3e phase de développement socialiste. Ainsi, des propositions de généralisation de la protection sociale pourraient être formulées. La doctrine juridique chinoise internationale et la ligne directrice du Conseil des affaires d'État tendent à s'aligner pour supprimer le système du RUCO en matière de protection sociale. L'objectif poursuivi est de renforcer l'égalité des droits des citoyens. Cette proposition de refonte nécessite toutefois de s'interroger sur la détermination des nouveaux critères d'assujettissement à la sécurité sociale. Peut-on envisager les mêmes pour tous les secteurs d'activité ? Les catégories soumises à un assujettissement volontaire doivent-elles soumises à un assujettissement obligatoire ? Quelle est l'opportunité d'intégrer tous les travailleurs indépendants ? Faut-il un régime similaire à celui des salariés ? Les syndicats ont-ils un rôle à jouer dans ce processus de généralisation de la couverture ? Et quelle est l'opportunité d'introduire une assurance invalidité de droit commun et non plus limitée à celle des accidents du travail et maladies professionnelles ? Une analyse de ces questions est prépondérante afin d'envisager une généralisation de la sécurité sociale chinoise. Donc, si on suit la position de la doctrine chinoise internationale et du Conseil des affaires d'État, dans ces cas-là, il faudrait redéfinir les critères d'assujettissement en fonction du statut du travailleur, salarié, indépendant, et de son secteur d'activité, public, privé ou agricole. Le régime d'assistance sociale des résidents ruraux pourrait évoluer vers un régime social agricole. Toutefois, aucune distinction entre le statut du travailleur salarié ou indépendant devrait être faite. La situation économique et sociale de ces résidents et la solidarité actuelle ne permet pas d'envisager un assujettissement reposant sur les revenus, puisque, je les ai énoncés, ils sont très différents de ceux de la zone urbaine. Ainsi, le gouvernement central et provinciaux devraient continuer à subvenir et subventionner ces régimes sociaux. Et dans un deuxième temps, la couverture des risques autres que maladie et vieillesse pourrait être étendue. Pour le secteur privé, l'extension de l'assurance dite du travail à un régime propre aux travailleurs indépendants et correspondant aux caractéristiques chinoises pourrait également être envisagée. Toutefois, la transformation de l'économie, le marché du travail est en constante évolution au regard de l'introduction des nouvelles technologies, des plateformes numériques, des nouveaux produits plus respectueux de l'environnement. Ainsi, définir une catégorie socio-professionnelle des travailleurs indépendants apparaît plus compliqué. Ainsi, une définition large devrait être retenue. Et ensuite, la disparité des revenus actuels nécessite d'être pris également en considération sur l'ensemble du territoire. L'actuel régime des assurances dites du travail de la zone urbaine doit rester le modèle de référence dans le processus de généralisation de la protection sociale chinoise. En conclusion, 6 ans après l'entrée en vigueur de la première loi de la sécurité sociale en Chine, la situation des travailleurs migrants, des travailleurs à temps partiel et des indépendants s'est améliorée.
Ainsi, le gouvernement central a réussi à introduire une égalité de traitement entre les résidents ruraux et urbains en matière d'assurance maladie et vieillesse. L'engagement du gouvernement chinois dans ce processus d'universalisation de la protection sociale renvoie à une image positive pour 1,3 milliard de citoyens. Et ce processus de généralisation n'en est qu'à une dimension horizontale, mise en place à l'échelon le plus petit. Le droit fondamental d'accès à la sécurité sociale reste conditionné au développement économique et social du territoire où il est mis en œuvre. Cette règle fractionne la couverture sur l'ensemble du territoire et, dans un premier temps, l'introduction de mécanismes de portabilité des droits entre les provinces pourrait être envisagée pour améliorer la couverture. Toutefois, le succès de la réforme de l'état de droit répondant aux caractéristiques chinoises reste fondamental. Cette dernière renforcera les mécanismes juridiques permettant aux citoyens de le revendiquer. Et les contraintes économiques et sociales internes nécessitent d'envisager sur le long terme l'introduction d'une dimension verticale de la sécurité sociale, mais cette dernière n'interviendra que dans un deuxième temps, puisque l'évolution du modèle actuel devra évoluer vers une solidarité formelle et institutionnelle à l'échelon national, pour un jour atteindre une couverture telle que définie dans la Convention 102 de l'OIT. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre écoute attentive et je reste à votre disposition.